Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 9h33. Alors, entrons dans le monde du numérique. Alors, le numérique, les réseaux sociaux qui vont rester un monde un peu opaque. Si je dis ça, évidemment, je vais faire réagir l'un de mes deux invités, qui est Avis Bitton, qui est avocat en droit du travail pour cadre et droit pénal. Bonjour, merci d'être avec nous. Et avec nous aussi Paul Midi, qui est député Renaissance, 5e circonscription de l'Essonne. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous. Alors, Assemblée nationale, vous avez porté un texte, vous avez réussi à faire adopter la généralisation de l'accès de tous les Français à l'identité numérique pour 2027. Exactement. Et gratuite, évidemment. Et gratuite. Donc, chacun aura une identité numérique. Vous allez nous expliquer comment. Mais parallèlement, vous n'avez pas réussi, mais alors vraiment, ça a été un échec, à lever l'anonymat sur les réseaux sociaux. Alors, c'est un combat qu'on a porté avec près de 200 députés de la majorité. Oui. Donc c'est un travail qui est collectif. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut lutter contre le sentiment d'anonymat sur les réseaux sociaux qui génère un sentiment d'impunité et qui fait que pour beaucoup, il n'y a plus de limites. Et donc le niveau de violence qu'on voit sur les réseaux sociaux, il est beaucoup plus élevé que dans la vie réelle. Regardez le niveau de cyberharcèlement. On a dans notre pays maintenant un jeune qui se suicide tous les 15 jours après cyberharcèlement ou harcèlement scolaire. Le niveau de racisme, de misogynie, de sexisme, de LGBT-phobie, d'antisémitisme, d'islamophobie, il y en a à tous les étages. Et donc nous, on pense qu'on n'est pas devenu fou, mais par contre, on s'est mis dans un système, celui des réseaux sociaux, collectivement, où il y a ce sentiment d'anonymat qui crée ce sentiment d'impunité qui est à l'origine de la violence. Ce sentiment qui est une réalité. L'anonymat, c'est une réalité. En fait, techniquement... On peut se cacher derrière un pseudo, on peut se cacher derrière... Même si on peut souvent retrouver... Bon, mais quand même. Alors, en fait, la réalité, c'est du 50-50. Oui. Techniquement, on retrouve à peu près 50% des Français facilement. 50% seulement. Et 50%, on ne les retrouve pas ou très difficilement. Et ben voilà. Mais ce qui est important, c'est le sentiment d'anonymat. Oui, bon. Mais vous n'avez pas réussi. Alors, vous n'avez pas réussi à lever cet anonymat. Non, pas encore. Non, pas encore. Pas encore. Et pourquoi vous n'avez pas réussi? Vous n'êtes pas allé jusqu'au bout? Vous aviez peur d'être mis en minorité ou quoi? Non, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'était hier soir qu'on présentait ces amendements à l'Assemblée nationale. On est arrivé à une situation où on était majoritaire largement pour les faire passer. Majoritaire, mais majoritaire dans votre groupe ou majoritaire dans l'Assemblée? Majoritaire dans l'Assemblée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, ce sujet, on le discute au sein d'un grand texte de loi, la loi numérique, pour travailler sur le cyberharcèlement, pour mettre en place le filtre anti-arnaque, pour protéger nos enfants contre l'accès à la pornographie. Et beaucoup de groupes d'opposition nous ont dit, attention, si vous votez cette levée de l'anonymat, peut-être qu'on ne votera pas le texte. Et donc, on a pris... Attendez, je comprends pas. Vous étiez majoritaire sur cette levée de l'anonymat, et majoritaire, ça veut dire que vous aviez la majorité pour faire voter le texte en son ensemble. Non, vous savez, on vote sujet par sujet. Oui, je sais. Et ensuite, on vote le texte dans l'ensemble. Sur ce sujet, nous avions la majorité. Sur la levée de l'anonymat, nous avions la majorité. Par contre, on prenait un risque sur le vote global du texte. Et c'est ce que nous ont dit les oppositions. Et donc nous, en responsabilité collectivement, on n'a pas voulu prendre ce risque parce que ce texte, il est très important pour protéger nos concitoyens. Il y a le filtre anti-arnaque, il y a la lutte contre le cyberharcèlement. Vous ne prenez pas de risque, mais allez-y, allez au bout des choses. Oui, non mais... Paul Midi, vous croyez à la levée de l'anonymat et vous vous arrêtez en chemin. Non, vous êtes déçu alors? Non, on croit. Vous êtes déçu? On y croit. Non, parce qu'on a déjà fait beaucoup avancer le sujet. Mais j'espère qu'on arrivera à aller beaucoup plus loin dans les semaines et dans les mois qui viennent. Vous êtes contre la levée de l'anonymat? Oui, parce que c'est le stéréotype d'une mauvaise loi. Une mauvaise loi, c'est une loi qui vient restreindre la liberté de la majorité des honnêtes gens parce qu'il y a une minorité de gens malhonnêtes qui commettent des infractions. C'est comme si demain, on vous disait on va supprimer les allocations familiales parce qu'il y a 5% de fraudeurs. Là, il s'agit de limiter la liberté d'expression de tous les citoyens français parce qu'il y a une minorité de délinquants sur les réseaux sociaux. C'est ça la définition. Donc vous préférez qu'on reste dans l'opacité. Vous préférez que dans notre société, il y ait un monde opaque, qui est le monde des réseaux sociaux. Alors, Monsieur Bourdin, je vais vous rappeler quelque chose. Vous êtes journaliste. Oui. Il y a le secret des sources. Tous les jours, dans les journaux,
vos confrères interrogent des personnes sous pseudonyme ou des personnes qui restent anonymes pour qu'elles puissent s'exprimer librement, sans subir de représailles, sans être licenciées, sans être lynchées dans la rue. Ça existe. Anonyme, hein. Oui, mais la personne qui s'exprime, dans un journal peut le faire sous pseudonyme, pardonnez-moi. Ça existe depuis toujours. Oui. De la même manière, vous avez le droit dans une démocratie de distribuer des tracts dans la rue sans indiquer votre nom sur le tract. Vous avez le droit dans une démocratie de publier un livre sous pseudonyme sans révéler au grand public votre identité. C'est ça la démocratie, c'est ce qui permet de s'exprimer librement sans avoir peur de subir des représailles du gouvernement, des représailles de son patron, des représailles de ses voisins. On est parfaitement d'accord. Pour bien préciser quelle est notre proposition, on dit oui au pseudonymat, non à l'anonymat, comme dans la vie physique. Vous l'avez dit, quand je conduis une voiture sur la route, sur la voie publique, je ne mets pas mon nom dessus, j'ai le droit au pseudonymat. Mais je ne peux pas conduire une voiture sur la voie publique qui n'a pas de plaque d'immatriculation si jamais je fais quelque chose d'illégal, et uniquement dans ce cas, les autorités peuvent me retrouver. Ça doit être pareil sur les réseaux sociaux. Bien sûr que je peux avoir des comptes sous pseudonyme. Alors, je peux avoir un compte Polo 91 avec la photo de mon chat. Je vais tout de même rappeler... Si je fais des choses illégales avec ce compte, je dois pouvoir être retrouvé par les autorités. Je vais tout de même rappeler qu'il y a déjà des possibilités qui sont offertes aux victimes de retrouver les auteurs de contenus illicites. Je vous donne un exemple. Sur deux ne sont pas retrouvés. Je vous donne un exemple. Les cas sont nombreux. Actuellement, dans l'affaire Bouba Magali Berda, il y a 28 internautes qui ont été retrouvés et qui sont poursuivis en justice. Et je pourrais multiplier les exemples. Il y a des recours judiciaires qui permettent régulièrement de retrouver les auteurs de contenus illicites, de les poursuivre. Moi-même, dans des affaires de diffamation, j'ai déposé des plaintes pour des clients. Le juge d'instruction s'est procuré les identifiants auprès des fournisseurs d'accès et les auteurs sont poursuivis. Paul Midi. Ils ne sont pas toujours poursuivis. Non, mais il faut séparer deux choses. Malheureusement. Mais comme dans toute manière, c'est que bien souvent, on ne peut pas les retrouver. Mais c'est le cas de toutes les infractions. On ne retrouve pas tous les voleurs, on ne retrouve pas... Voilà. Oui, mais encore faut-il avoir les moyens de les retrouver. Oui, il faut bien séparer... Nous avons les moyens actuellement. Il faut bien séparer deux chiffres. Est-ce que nous avons les moyens de les retrouver? C'est un demi-anonymat, à moitié. Techniquement... Oui. On retrouve facilement 50% des fauteurs de troubles et 50% on les retrouve pas ou très difficilement. Je vous donne un exemple parce qu'on nous dit toujours il y a des adresses IP, des FAI, des termes techniques que seuls les experts maîtrisent parfaitement. Bien sûr, si vous êtes chez vous avec votre ordinateur et vous êtes le seul à utiliser votre connexion Internet, on vous retrouve facilement. Mais si vous êtes un cyberharceleur qui utilise un Wi-Fi public, c'est beaucoup plus compliqué. C'est 50-50. Mais le plus important, c'est quoi? C'est qu'il y a un sentiment d'anonymat. 95% des Français pensent qu'ils sont anonymes. Et donc, il faut faire les choses simples. On peut continuer pendant 20 ans à essayer d'expliquer ce que c'est qu'une adresse IP, ou alors on fait les choses simples, comme dans la vie physique. Eh bien, dans la vie physique, quand je me balade dans la rue, évidemment, je ne mets pas mon nom sur ma veste. J'ai le droit au pseudonymat. Mais par contre, si je me fais arrêter par la police, je dois décliner mon identité. Je ne suis pas anonyme face à l'autorité si je fais quelque chose d'illégal. Est-ce que sur les réseaux sociaux, on doit rester anonyme ? Est-ce qu'on peut effectivement utiliser ça serait bien de pouvoir utiliser un pseudonyme, hein, Bien sûr, pseudonyme très important. Un pseudonyme. Il faut que, évidemment, nous on dit oui au pseudonymat, non à l'anonymat. Ça veut dire que je dois pouvoir avoir un compte sur Facebook avec tous les pseudonymes que je veux. Je peux le faire Marise72 ou Polo 91 avec la photo de mon chat. Par contre, et m'exprimer librement. Mais par contre, si j'utilise ce compte pour faire des choses répréhensibles, comme par exemple harceler une jeune fille qui va se suicider 15 jours après, je ne peux pas dire « Ah, je suis anonyme face à l'autorité, je me cache ». Donc derrière le pseudonyme, on doit connaître l'identité. Celui qui est derrière le retrouver, et celui qui est sous pseudonyme doit savoir qu'il peut être retrouvé par les autorités. Ne retrouvons pas l'identité. Non, si c'est le cas, si la personne est obligée de déclarer son identité, même si ensuite elle peut s'exprimer
publiquement sous pseudonyme, si elle est obligée de déclarer son identité aux autorités, elle ne s'exprimera plus librement parce qu'elle aura peur de représailles, elle aura peur d'avoir un contrôle fiscal parce qu'elle a pris position contre le gouvernement. Ou alors, ça l'empêchera d'apporter une contestation à un projet de loi parce qu'elle se dira non, j'ai pas envie que moi, mon entreprise, on fasse l'objet d'un contrôle fiscal ou que j'ai des représailles du gouvernement. C'est ça, si vous voulez. Le problème, c'est que cette loi est faite pour ceux qui commettent des infractions. Mais 95% des gens ne commettent pas des infractions. En revanche, ils veulent s'exprimer librement. Et c'est eux qu'on va restreindre. Il est 9h43, le débat se poursuit. Dans un instant, un peu de pub et on se retrouve. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 9h47. Allez, nous poursuivons. Faut-il lever l'anonymat sur les réseaux sociaux? Avi Bitton est avocat en droit du travail pour cadre et droit pénal. Et Paul Midi, député Renaissance de la 5e circonscription de l'Essonne. Il porte le texte à l'Assemblée nationale. Je voulais vous poser une question. Je suis chef d'entreprise. Je suis dénigré par mon concurrent sur les réseaux sociaux, qui n'arrête pas, sous un anonymat, de dire du mal de mon entreprise. Ça nuit à mon entreprise. Alors, je n'ai qu'une envie, quand même, c'est qu'il soit stoppé dans son dénigrement, mon concurrent. Eh bien, monsieur, tous les jours, devant les tribunaux de commerce, je peux vous l'assurer, je vous emmènerai aux audiences. Il y a beaucoup d'affaires de ce type. Ce chef d'entreprise, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre un avocat, l'avocat va saisir le tribunal en référé, c'est une procédure d'urgence pour obtenir la levée de l'anonymat. Derrière, l'avocat va pouvoir envoyer un expert informatique et un huissier dans l'entreprise pour faire une perquisition civile, c'est-à-dire fouiller l'ordinateur, faire un constat, et puis la procédure ça va durer un temps fou? Ah non, là je vous parle de procédure d'urgence très rapide. C'est quelque chose qui peut être réglé en, un mois. Un mois. La justice rapide, ça c'est une nouveauté, ça. Vous m'apprenez quelque chose. C'est les juges des référés, je vous assure. D'accord, parce qu'en général c'est tellement long que... Oui, Paul Midi. Oui, nous on veut... vous voyez, la situation actuelle c'est quoi? C'est que dans 95% des cas, sur le cyberharcèlement, il ne se passe rien. Dans 5% des cas, si vous êtes Oshi ou Edith Preto, que vous avez un peu de temps, un peu d'argent, vous arrivez à faire condamner 10 personnes au bout de 3 ans sur les millions qui vous ont cyberharcelé. Donc nous, on veut que cette situation, elle change. Il y a 2 apports majeurs de la loi numérique qu'on est en train de débattre à l'Assemblée nationale. Un, qu'on puisse mettre des amendes. Il faut qu'on ait des sanctions qui sont graduées. Quand quelqu'un commence du cyberharcèlement, il faut qu'on soit capable de lui mettre une amende. Parce qu'aujourd'hui, on peut cyberharceler sans être poursuivi? Bien sûr, parce que si la victime ne porte pas plainte, il ne se passe rien. Il se passe dans la rien. majorité des cas, la victime, elle ne porte pas plainte. Parce qu'elle a honte de se faire cyberharceler. Une amende, c'est mise par un officier de police judiciaire, et puis il peut y avoir un traitement. C'est-à-dire que si je suis victime... Imaginons, je suis victime de cyberharcèlement, je vais voir la police ou la gendarmerie. Non, la police peut se saisir elle-même du cas. D'accord. C'est le principe d'une amende, et par exemple d'une amende forfaitaire délictuelle. La police voit une personne qui a été injuriée, par exemple... ça négresse, je vais te crever, puisque ce sont des choses qu'on voit malheureusement beaucoup sur les réseaux sociaux. Eh bien, la police pourra elle-même se saisir du cas et éventuellement donner une amende ou transmettre le cas à la justice. À condition de trouver la personne qui se cache derrière le cyberharcèlement. On y revient. Premier élément. Deuxième élément que je mentionne aussi, pour qu'on puisse avoir des sanctions qui sont graduées et agir beaucoup plus fortement contre les cyberharceleurs, c'est la peine de bannissement. Si vous êtes cyberharceleur, vous pourrez être condamné par le juge à être banni des réseaux sociaux pendant 6 mois, 12 mois en cas de récidive. Pourquoi? Il faut qu'on applique les mêmes règles dans la vie physique que dans l'espace numérique. C'est le fond du problème. Beaucoup disent non, l'espace numérique, c'est un espace qu'on doit protéger, c'est un espace de liberté. Il faut bien que dans cet espace numérique, il y ait des règles, Maître Bitton. Mais il y en a déjà, monsieur. Suffisamment vous assure, ou pas? Allez à la 17e chambre correctionnelle du tribunal de Paris, qui est en charge des injures et des diffamations.
tous les jours, vous avez des internautes qui ont injurié, qui ont diffamé sur les réseaux sociaux, qui sont jugés, qui sont condamnés. Dans le domaine de ça n'aboutit jamais. Dans le domaine, dans le domaine de la presse. Ça aboutit pas souvent. Hein. Écoutez, je vous assure, je peux si j'avais su, je serais venu avec la pile des condamnations du mois dernier. Je vous crois. Bien sûr. Je vous crois. Mais il est logique qu'il y ait des règles. Et il y en a. Et il y en a, elles sont suffisantes pour vous. Alors, les règles sont suffisantes. Oui. Ce qui est insuffisant, c'est les moyens. Aujourd'hui, les tribunaux, effectivement, sont engorgés. La police est surchargée. Pourquoi ? Elle est en sous-effectif. Parce qu'il y en a beaucoup. Parce que le gouvernement, comme beaucoup d'autres gouvernements, préfère faire des jolies lois. Ça fait des effets d'annonce. C'est purement déclaratif, mais derrière, il ne donne pas les moyens matériels à la police et à la justice de poursuivre. Les règles existent, elles sont suffisantes. Il faut juste les mettre en œuvre. Mais pour ça, donner les moyens à la police et à la justice. Alors, je me permets de vous rappeler, parce que les questions des moyens de la justice et de la police sont extrêmement importants. On a rajouté un budget à la justice très important, c'est plus 50% du budget du ministère de la Justice depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017. Plus 50%, c'est historique, ça n'a jamais été fait. C'est vrai. On va embaucher 10 000 personnels de justice dans les prochaines années. Et évidemment, on pourrait faire beaucoup plus, mais c'est déjà un effort massif qui est fait par les Français, puisque c'est l'argent des Français. Deuxième point, sur la police et la gendarmerie, nous venons de voter une loi de programmation, c'est 15 milliards d'euros supplémentaires dans les 5 prochaines années, dont la moitié pour les enjeux numériques, 7 milliards. Et donc, ça va être dès cette année 3000 gendarmes et policiers recrutés en plus, 8500 dans les prochaines années. Donc on met des moyens, il y a un effort qui est fait par la nation qui est massif, qui est budgétairement massif, très bien. Mais on est d'accord, on pourrait toujours faire plus. On donnerait à la police et à la justice 2, 3, 4 fois plus de moyens, ils sauraient quoi en faire d'une façon intelligente. Donc pour vous, Maître Bitan, il faut donner... Vous êtes d'accord? Donc des moyens sont donnés à la justice. Oui, et c'est très bien, et ça va dans le bon sens là. Mais ça suffit. Oui. Pour vous, ça suffit. Il n'y a pas besoin de restreindre outre mesure les libertés du citoyen honnête qui veut s'exprimer sans risque de représailles. Le volant d'une voiture, j'ai des règles à respecter. Oui, pourquoi est-ce que quand je suis sur les réseaux sociaux, je n'ai pas de règles à respecter? Eh ben, ne respectez pas et commettez une diffamation et une injure sur les réseaux sociaux et vous verrez s'il n'y a pas de règles actuellement. Paul Midi. Malheureusement, dans beaucoup des cas, massivement, il ne se passe rien. Il ne se passe rien si les victimes ne portent pas plainte. C'est comme toute infraction. Vous êtes victime d'un vol. Si vous ne portez pas plainte, il ne se passera rien. Si en revanche vous portez plainte et que le commissariat accepte de prendre votre plainte, c'est là où on touche aux moyens de la police et de la justice. Si le commissariat accepte de prendre votre plainte, il y aura des suites si le procureur ne classe pas sans suite. Donc effectivement, moi je vous invite à faire le test. Allez dans un commissariat déposer plainte pour une diffamation ou une injure avérée. Vous verrez si la police prendra votre plainte et si elle la prend, vous verrez si le procureur ne classera pas sans suite. Donc aujourd'hui, c'est un problème de moyens de la justice. Mais je pense qu'on prend le problème à l'envers. Si on met les gens dans un système, on est tous collectivement dans ce système sur les réseaux sociaux où tout le monde se croit anonyme, ça génère de l'impunité, un niveau de violence qu'on n'a pas dans la vie physique. Si dans la vie physique, tout le monde avait une cape d'invisibilité comme dans Harry Potter, mais on serait déjà même pas là pour en parler. On ne serait pas 8 milliards autour de cette terre. Les êtres humains se seraient entretués. Et vous auriez pu mettre autant de policiers, de gendarmes et de juges autour de chaque être humain. On ne serait plus là pour en parler. Alors moi, si vous permettez, je vais faire une autre hypothèse. Si on met en œuvre cette loi, qu'il n'y a plus d'anonymat, moi, je vous garantis que les gens vont beaucoup moins s'exprimer sur les réseaux sociaux, qu'ils oseront beaucoup moins exprimer leurs véritables opinions, leurs opinions profondes, parce qu'ils auront peur de représailles, ils auront peur d'être fichés, et ils seront fichés en réalité, puisque le gouvernement, les autorités auront leur nom. Voilà ce qui va se passer. Non mais regardez, vous conduisez une voiture qui a une plaque d'immatriculation. Si vous pensez que le gouvernement utilise les moyens d'une façon illégale par rapport à notre démocratie, il pourrait suivre où est-ce que vous allez le week-end ou ce que vous faites le soir. Ça n'est pas comme ça que c'est utilisé, c'est encadré. Nous sommes en démocratie. La plaque d'immatriculation, elle n'est utilisée uniquement si vous faites quelque chose d'illégal. Par exemple, dépasser la vitesse limite ou faire un accident. Bien, merci à tous les deux d'être venus nous voir pour parler du sujet. C'est un sujet
dont on reparlera évidemment. Merci de nous avoir accompagnés depuis 8h30 ce matin. Tout de suite après les infos, Valérie Expert et Gilles Gansman reçoivent Raphaël Itier, qui est journaliste réalisateur du documentaire Les Aventuriers de l'ARN Messager sur Arte ce vendredi à 22h30. Il est 9h56. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin.